Mais l'AES, pour moi, c'est le premier embryon d'intégration africaine des peuples. Parce que tout ce qui est créé, tout ce qui existe aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, le CENSAD, la SADC, enfin, toutes ces choses-là, c'est l'intégration des États, dans le meilleur des cas. Et on a vu que ces États ont été créés artificiellement par des gens en notre absence. Généralement, c'est même plus l'intégration du syndicat de malfaiteurs qui est à la tête de nos États. C'est eux là qui se réunissent et puis ils font des choses. Mais ça n'a jamais été l'intégration des peuples. Et l'AES aujourd'hui, c'est vraiment la première expérience d'intégration venue du bas, de la volonté des peuples de s'unir, où on met l'intérêt des peuples en avant, Moi, je suis arrivée au Burkina il y a maintenant une semaine. Avant ça, j'étais pendant plusieurs semaines à Niamey. Je voyage beaucoup dans la zone. Je vois l'impatience que les gens dans la rue, dans les universités, dans les marchés, dans les salons, l'impatience que les gens ont de dire on veut devenir un peuple, un pays, un État. Et pour moi, ça va être le socle sur lequel on va vraiment pouvoir construire la première vraie intégration africaine de l'histoire. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Quand vous menez des guerres asymétriques dans le monde tel qu'il a été conçu et tel qu'il existe encore aujourd'hui, ceux qui sponsorisent les terroristes vont vous accuser de violation de droits de l'homme. Vont vous dire, ah mais vous avez signé le traité de Rome pour la Cour pénale internationale, on va vous prendre, si vous vous battez contre les terroristes, on va dire que c'est plus des terroristes, c'est des civils. Vous avez vu, non, ces derniers temps, ceux qui étaient terroristes il y a quelques jours, aujourd'hui on les reçoit dans les présidences occidentales, on les célèbre comme des présidents de la transition. On parle de groupes armés non étatiques. Voilà, c'est ça. On les reçoit. J'ai vu le djihadiste syrien Al-Jolani, qui est maintenant reçu comme président de la transition en Syrie par Donald Trump, par Emmanuel Macron. Mais nous, nos gens qui luttent contre les Al-Jolani, là, locaux, bon, eux, on les menace de les envoyer à La Haye, on essaye de les faire assassiner. Donc, il y a tout un contexte géopolitique international dans lequel il faut aussi manœuvrer. Il faut avoir les moyens de s'équiper pour lutter contre le terrorisme. Il faut avoir l'influence nécessaire pour faire comprendre à ceux qui sont partie prenante dans cet écosystème terroriste que soutenir les terroristes ou financer les terroristes, c'est pas bien. Nous sommes d'État à État, nous pouvons gérer les choses différemment. Le panafricanisme aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte de libération, en plus d'une lutte de reconnexion à notre africanité et à notre intégration, mais c'est une lutte de libération, pour moi. Il y avait les indépendantistes qu'on a présentés comme sauvages, radicaux, violents, et puis on a créé des indépendantistes courtois, qui étaient compatibles avec le système, et il y a eu donc une diabolisation de ceux qui avaient intrinsèquement porté le combat. Ils n'ont pas seulement été diabolisés, ils ont été éliminés. Je vais dire les Lumumba, tout ça là, les Umniobe, on les a tous vus être éliminés. D'ailleurs, pas seulement chez nous, aussi du côté du Kenya avec les mouvements des Mau Mau et tout ça. Si moi j'avais des financements qui pouvaient venir de Moscou, de Téhéran et même de Paris, hein, d'Évreux, hein, et je veux dire, pourquoi pas. Le tout, c'est ce que vous faites avec cet argent-là. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ces affirmations, c'est que si j'étais vraiment quelqu'un qui était achetable, mais pourquoi mes adversaires ne m'achètent pas pour me faire taire? C'est tellement simple. Vous dites que on me paye pour un combat, ou je vous embête avec ce combat. Mais donnez ne serait-ce qu'un franc de plus que les autres, et puis vous allez voir si ça va me faire taire ou pas. C'est simple. Les Occidentaux ont une vision de l'Afrique qui est très dégradante pour nous. Ils ne nous voient pas comme des humains. Ils ne voient pas l'Afrique comme un territoire sur lequel vivent des gens qui sont comme eux. Pour eux, l'Afrique, c'est un butin.
un endroit où ils peuvent aller chercher des ressources, chercher ce qu'il leur faut pour s'enrichir chez eux, pour développer leur pays, pour donner du bien-être à leur population. Et nous sommes, voilà, nous sommes des gens qui sommes là par hasard. Nous sommes même pas les gardiens de nos ressources. Nous sommes des gens qui cherchent à éliminer. On les embête en fait. Ils aiment l'Afrique sans les Africains. Et ça a toujours été comme ça. Ils nous ont jamais considérés comme des humains, comme des égaux, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, aujourd'hui par la néocolonisation et la France-Afrique. Vous voyez, quand vous et moi, si on s'exprime sur des thématiques mondiales, ça va les déranger. Ils vont dire, mais pourquoi Nathalie Yamb se permet de parler de la situation en Ukraine ou de la situation à Gaza, ça vous regarde pas, vous êtes qui? Mais vous parlez bien des situations chez nous. Tout le monde parle de la situation mondiale, mais nous, les Africains, quand on en parle, on devient des gens qui sont payés pour faire ça. On n'a pas voix au chapitre mondial. On n'a absolument pas voix au chapitre mondial, enfin, d'après eux. Et le pire, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui trouvent que ceux qui disent ça ont raison, qu'on n'a qu'à rester en bas. On n'a pas besoin de rester en bas. L'Afrique est grande. L'Afrique a un passé, a des aspirations, a même un présent. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on nous laisse toujours en marge de la marche du monde, alors que tout le monde vient piller chez nous ce qu'il faut pour aller développer leur monde à eux. Non. Pourquoi? L'éveil est essentiel. L'éveil, comprendre comment le monde fonctionne, comprendre les mécanismes de notre asservissement, de notre soumission, de notre maintien dans la pauvreté, c'est le premier pas pour agir. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez agir comment? Vous allez poser des actes qui vont aller nulle part. L'Africain que nous sommes aujourd'hui, c'est les autres qui nous définissent. On nous dit que nous sommes pauvres avec moins de 2 $ par jour. Qui a dit ça? Qui définit l'indice? Qui définit l'indice? Qui définit la somme? Pourquoi nous, on est pauvres avec moins de 2 $ par jour et d'autres sont pauvres avec moins de 1 000 € par mois? Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence? Quand vous allez dans nos villages, il y a des gens qui n'ont pas 2 $ par jour, mais ils mangent à leur faim. Ils arrivent à se soigner parce que nous avons des plantes, nous avons des connaissances qui nous permettent de soigner nos maux de façon traditionnelle. Donc, c'est quoi la pauvreté? Nous-mêmes, nous allons dire qu'un homme africain moderne, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de 2 $ par jour? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte un costume ou une cravate? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire plus de 2 km pour aller au centre de santé et se soigner correctement? De pas plus de 3 km pour aller à l'école et se former correctement? C'est à nous de mettre en place nos historiens, nos sociologues, nos économistes, nos artistes, nos penseurs et de réfléchir quel Africain voulons-nous être et d'imposer cette image-là, ce que nous allons définir là, de l'imposer aux autres, que ça leur plaise ou non. Souveraineté, justice, conscience, 3 mots qui résument le combat de celle qui est dans la surface de vérité ce soir. C'est une figure panafricaniste très engagée, particulièrement admirative de la dynamique souverainiste des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. La Nginenga de Ouaga, Nathalie Yamb, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un honneur de vous recevoir justement sur ce plateau. 2015, à cette date-là, je me souviens vous avoir rencontré à Abidjan aux côtés du professeur Mamadou Koulibaly, alors candidat à la présidentielle dans ce pays qui va vivre à nouveau des élections cette année, en octobre. Alors, tout de suite, la question c'est de savoir, est-ce que le système démocratique électoraliste, pour vous, empêche des hommes de qualité d'arriver au pouvoir en Afrique? Tel qu'il est conçu et tel qu'il est appliqué, en Côte d'Ivoire ou dans nos pays, de façon générale, oui. Tout a été conçu pour sauver le système qui est mis en place. Donc, ne peuvent arriver à la tête de l'État que les gens que le système a validés. On nous met des obligations qui sont celles de parrainage, qui sont traitées de façon farfelue, où vous n'avez aucun recours. On élimine des candidatures du fait du roi.
on fait des manipulations, on compte, on recompte, on recompte les votes en enlevant ce qu'il faut là où il faut, en ajoutant ce qu'il faut là où on en a besoin. Bref, tout le processus n'est qu'une perte de temps, une perte d'argent surtout, parce que c'est l'argent du contribuable et souvent même de la dette qui est contractée pour organiser ce genre de mascarade électorale. Donc, depuis 2015, mon opinion a évolué. En fait, bon, je me dis, il faut tenter toutes les voies. Et puis, bon, avec le temps, on regarde, on mûrit, on apprend, on reconsidère ses positions et on cherche de nouvelles solutions. Mais cela nous dit que vous n'êtes pas démocrate. Ah, mais je n'ai pas du tout envie d'être considérée comme étant une démocrate. Je pense que la démocratie, certains l'ont mal compris ou on nous l'a mal expliqué. C'est-à-dire qu'on nous a présenté la démocratie comme étant la finalité de ce que nous devrions avoir. Mais ce qu'on cherche, c'est pas la démocratie, c'est le progrès, l'enrichissement des populations, le bien-être des populations. C'est ça l'objectif. Et la démocratie, lorsqu'elle est peut-être mieux pratiquée, mieux appliquée, peut être une voie pour y arriver dans certains contextes, mais elle n'est pas la seule voie pour y arriver. Il y a des pays où les populations sont bien et où il n'y a pas de démocratie, en tout cas pas comme celle qu'on veut nous demander d'implémenter en Afrique, et où ceux qui nous enjoignent de pratiquer cette démocratie vont très régulièrement et sont dithyrambiques par rapport aux performances de ces pays sans qu'il y ait une seule élection ou un seul parti politique qui y soit présent. Oui. Sankara, lui, est arrivé au pouvoir par coup d'État et a réussi à impacter le Burkina Faso et l'Afrique. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre justement de l'inauguration justement de ce mausolée en son nom. Quelle émotion vous anime? Quels enseignements vous en tirez? Alors je suis très fière, très admirative de la persévérance qui a été mise en œuvre par les membres du Comité international mémorial Thomas Sankara et les membres du gouvernement pour ne pas laisser tomber ce projet qui avait quand même reçu beaucoup d'obstacles, qui a rencontré beaucoup d'obstacles depuis ça, on l'a pensé. Et je suis touchée du fait que je vois déjà des étapes se réaliser. La dernière fois que j'étais venue, bon, il y avait eu la statue qui avait été mise en place. On savait pas encore comment on allait financer la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est une étape majeure, le mausolée qui héberge Thomas Sankara et ses 12 camarades qui ont été lâchement assassinés. Et je pense que ce qui est fait en ce moment, ça les fait passer du stade de martyr au stade de héros, parce que on a construit, on a lavé la honte de cet assassinat, et en érigeant ce mausolée, en travaillant sur le mémorial en tant que projet global, on en fait des héros, des personnes vivantes, inspirantes, qui vont guider et superviser l'apprentissage de beaucoup de gens, la réalisation de nos rêves, de leurs rêves dont nous avons hérité. Donc c'est une grande fierté, une grande admiration pour la persistance de tout un chacun, de tous ceux qui ont travaillé, de tous ceux qui ont contribué. Les gens ont mis la main à la poche en faisant des dons, en donnant de leur temps, en venant pousser des brouettes, en donnant du matériel, en facilitant des procédures. Et envers tout cela, je suis extrêmement reconnaissante. Alors, au passage, vous avez été décoré par le président du Faso. C'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques autour. C'est quand même la preuve que vous avez de l'impact. En tout cas, je suis très honorée d'avoir reçu cette décoration qui montre que mon combat est compris par les personnes qui comptent, c'est-à-dire par le peuple du Burkina Faso et par son président. Et je suis heureuse que ce soit le cas, parce que je suis convaincue que nous allons dans la même direction et que nous faisons partie de la même équipe. Vous savez, ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine, que je plaide pour ce qui est en train d'arriver.
ici au Burkina et dans l'espace AES. Et pour moi, c'est déjà une immense satisfaction de voir que les choses se mettent en place comme il faut, mais en plus être reconnu comme Yenenga de Ouaga. Bon, je suis aux anges. Oui. Avec ce chapeau de saponné sur la tête, oui. Qui vous va bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a éveillé votre conscience panafricaine? C'est de constater qu'il y avait des choses qui étaient masquées. Vous savez, j'ai toujours été très assidue à l'école. J'aimais bien aller à l'école. J'étais très désordonnée, mais j'avais de bonnes notes. Et j'ai constaté assez rapidement que les choses qu'on nous apprenait là-bas ne collaient pas à 100% avec les choses qu'on me racontait en dehors de l'école, en famille, au quartier. Et j'ai commencé à m'interroger. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Quand quelque chose m'intrigue, je fouille, je cherche, j'investigue. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, des témoignages, des choses que j'ai pu lire, m'a profondément révoltée. Révoltée parce que c'était ce que j'apprenais en dehors de l'école était violent. Et surtout parce que ce qui avait été implémenté à l'époque était caché de façon à être maintenu en vie, un système qui nous maintenait dans la pauvreté, dans la misère, dans des circonstances qui n'étaient pas dignes d'un être humain. Moi, je suis née en Suisse, c'est là que j'ai vu le jour. J'ai un papa qui est camerounais et une maman qui est suissesse. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. Donc, j'ai vu comment les gens vivaient en Suisse. Et même si je viens d'une famille très modeste, la famille modeste en Suisse ne vit pas comme la famille modeste en Afrique. Et ce sentiment, cette différence a suscité en moi une révolte, un fort sentiment d'injustice. Et donc, je pense que c'est là vraiment la clé de mon engagement. C'est là que ça a débuté. Et puis, ça ne s'est plus jamais arrêté parce que les années passant, on trouve encore plus de choses qui sont révoltantes, qui vous mettent en rogne, qui vous disent que non, il faut changer ce système. Et puis, bon, on continue. Donc, vous avez fouillé, vous avez cherché, ça vous a révolté. Vous avez vu aussi, justement, l'engagement des dévanciers, le panafricanisme, justement, ces dévanciers, ce panafricanisme qui appelle à une Afrique forte, unie et maître de son destin, bien sûr, en lien avec sa diaspora. On pourrait parler de cet engagement, notamment de cette diaspora avec des figures comme Webb Dubois, Marcus Garvey, sur le continent, Kwame Nkrumah. Vous vivez au Ghana, c'est bien ça? Non, je ne vais pas au Ghana. J'ai été expulsée en Suisse il y a quelques années de Côte d'Ivoire. J'y ai vécu, j'ai vécu longtemps. Ensuite, je suis retournée en Côte d'Ivoire en 2019, mais maintenant je suis de retour au Cameroun, entre le Cameroun et le Niger et d'autres pays en Afrique. Citoyen africaine en tout oui, cas. Tout à fait. Oui. Donc il y a ces dévanciers qui ont mené ce combat-là. On pourra en rajouter, Sékou Touré, Patrice Lumumba. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même vision, la même conviction que ceux qui sont engagés aussi sur ce combat-là aujourd'hui? Oui. D'une certaine manière, je pense que à l'origine, le sentiment ou le courant ou le mouvement panafricaniste, c'était les gens c'est né dans la diaspora, comme vous l'avez dit, c'était des gens qui voulaient se reconnecter, rester connectés avec la terre-mère et qui se sont mis ensemble pour justement établir les passerelles de connexion, travailler dessus, parce que il y a eu beaucoup de déchirements. Les gens de la diaspora sont des gens qu'on a arrachés, dont on a arraché les ancêtres à la terre, qui se retrouvent éparpillés dans le monde et qui, pour certains, ont pu entretenir les traditions qu'ils avaient prises sur le continent et d'autres les voyaient se perdre et tout ça a fait qu'il y avait cette nécessité intrinsèque de se reconnecter à la terre-mère. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une dimension encore plus combattante. Le panafricanisme aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte de libération, en plus d'une lutte de reconnexion à notre africanité et à notre intégration, mais c'est une lutte de libération pour moi. Il y a cette dimension qui s'est ajoutée ces dernières années.
qui était déjà latente à ce moment-là, mais qui est beaucoup plus exacerbée, plus en avant, avec naturellement la reconquête de notre africanité, de notre dignité, de nos cultures, de nos valeurs, de la connaissance même de nos valeurs. Il faut que les gens sachent d'où on vient. Ça s'est perdu à travers des programmes scolaires qu'on nous a imposés et que malheureusement, après les pseudo-indépendances, les pères de nos nations n'ont pas jugé nécessaire de changer. Les programmes télé avec lesquels on nous a abreuvés, les informations, la religion, enfin il y a plein de choses qui ont fait qu'on a perdu la connaissance même de nos traditions, de nos us, de nos coutumes, de notre africanité. Je dis pas que l'on doit s'y accrocher intrinsèquement, mais au moins les connaître, au moins en être conscient et au moins savoir que c'est ça de là où on vient. Après, on peut déployer ses ailes et aller dans le monde, mais au moins on est toujours attaché à ses racines. Sinon, on flotte et on va au gré du vent. Et généralement, ceux qui volent au gré du vent n'arrivent jamais à destination. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a compris que le socle, c'est justement la culture? Voilà. Je pense que je ne sais pas si on a compris tous, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est clair. Et je le vois surtout chez les jeunes, parce que à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont même peut-être plus engagés dans cette reconquête de la souveraineté, plus fiers de revenir à nos coutumes, de se revendiquer de nos coutumes, que certaines personnes qui sont plus âgées et qui sont peut-être qui sont formatées déjà qui sont dans un certain moule et pour qui c'est très difficile de ressortir de ce moule-là. Si, je vois une avancée. Je vois une avancée et ça me réconforte, ça me rassure et ça m'encourage à continuer. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a plus de récupération politique, de panafricanisme intéressé, un panafricanisme plutôt orienté conquête et conservation du pouvoir aujourd'hui qu'avant? Oh, je pense rien de bon de ceux qui disent ça, parce que quand on observe l'histoire, les mouvements initiaux ont toujours été ceux qui ont intrinsèquement porté l'intégrité du combat. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de colonisation et dans les années 50, des gens se sont réunis et ont eu des aspirations à la liberté, à l'indépendance. Ils se sont battus pour ça. Et ils ont été combattus. Et une des formes du combat, de pouvoir les faire taire, c'était de créer une dichotomie dans les indépendances. Il y avait les indépendantistes qu'on a présentés comme sauvages, radicaux, violents, et puis on a créé des indépendantistes courtois, qui étaient compatibles avec le système. Et il y a eu donc une diabolisation de ceux qui avaient intrinsèquement porté le combat. Ils n'ont pas seulement été diabolisés, ils ont été éliminés. Je veux dire, les Lumumba, tout ça, là, les Umniobe, on les a tous vus être éliminés. D'ailleurs, pas seulement chez nous, aussi du côté du Kenya, avec les mouvements des Mau Mau et tout ça. Et puis, comme chez nous, tout se passe par cycle de 30 ans, 30 ans plus tard, les gens ont constaté surtout que les indépendances étaient factices, que ça n'a pas apporté le bien-être qui était recherché. Et ils ont de nouveau eu cette aspiration à la liberté, à la souveraineté. Et ils voulaient la démocratie. Ils ont pensé que, comme chez les Occidentaux, c'est la démocratie qui a amené le bien-être. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque, que c'était la démocratie. Ils ne savaient pas que c'était les ressources qu'on volait chez nous qui amenaient le bien-être chez eux. Ils ont aspiré à la démocratie. Et on leur a dicté un modèle de démocratie en 1990 à La Baule. Et ils ont appliqué ça ici. Et là aussi, il y avait ceux qui étaient intrinsèquement intéressés par l'amélioration de nos conditions de vie à travers la démocratie. Et on a créé des démocrates compatibles avec le système france-africain. Ceux qui allaient nous dire que
La démocratie, en fait, c'est le multipartisme. Comme ça, on a ceux qui défendent la France-Afrique au pouvoir et ceux qui défendent la France-Afrique dans l'opposition. Et puis, voilà. Ou bien ceux qui nous ont expliqué que la démocratie, c'est le vote. Non, c'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous biaisez les conditions de collecte du suffrage populaire, vous n'êtes pas en démocratie. Mais on a dilué le message en créant une deuxième fange de pseudo-démocrates. Et là, 30 ans plus tard, c'est le souverainisme, le panafricanisme. Nous, on a commencé à parler de ça il y a longtemps. Il y a longtemps, quand c'était plus à la mode, quand ce n'était pas redevenu à la mode. Et pour essayer de diluer notre message, de mélanger un peu les choses, on crée un autre courant de panafricanisme modéré, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les panafricanistes modérés, et on nous présente, nous, comme les diables, les gens... Radicaux. Oui, les radicaux, les gens qui sont intéressés, je ne sais pas pourquoi, la lutte panafricaniste nous précarise. Moi, je suis un exemple de personne que la lutte... Ça nourrit pas son homme. Ah, ça nourrit pas son homme, ça l'appauvrit, ça le met en danger, ça l'éloigne de ses proches, de sa famille, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais en fait, il s'agit chaque fois de décrédibiliser des revendications légitimes portées par des gens qui sont intrinsèquement engagés dans un combat pour l'amélioration de la collectivité. Vous, par exemple, vous dites que vous recevez, par exemple, du financement de Moscou, par exemple. Ben oui, j'entends ça. Ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Je cherche, je demande à chaque fois où est le financement. Je prendrais volontiers le financement. Honnêtement, je vous le dis parce que quand on est dans une lutte a besoin de moyens. On ne peut pas gagner de combat si on n'a pas les moyens de la lutte. Et donc, si moi j'avais des financements qui pouvaient venir de Moscou, de Téhéran et même de Paris, hein, d'Évreux, hein, et je veux dire, pourquoi pas. Le tout, c'est ce que vous faites avec cet argent-là. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ces affirmations, c'est que si j'étais vraiment quelqu'un qui était achetable, mais pourquoi mes adversaires ne m'achètent pas pour me faire taire? C'est tellement simple. Vous dites que on me paye pour un combat, ou je vous embête avec ce combat. Mais donnez ne serait-ce qu'un franc de plus que les autres, et puis vous allez voir si ça va me faire taire ou pas. C'est simple. Vous pourrez changer d'avis. Alors, comment vous décrirez aujourd'hui l'impérialisme occidental en Afrique? Il est conforme à ce qu'il a toujours été. Son mode opératoire a toujours été le même. Bon, les Occidentaux ont une vision de l'Afrique qui est très dégradante pour nous. Ils ne nous voient pas comme des humains. Ils ne voient pas l'Afrique comme un territoire sur lequel vivent des gens qui sont comme eux. Pour eux, l'Afrique, c'est un butin, un endroit où ils peuvent aller chercher des ressources, chercher ce qu'il leur faut pour s'enrichir chez eux, pour développer leur pays, pour donner du bien-être à leur population. Et nous sommes, voilà, nous sommes des gens qui sommes là par hasard. Nous sommes même pas les gardiens de nos ressources. Nous sommes des gens qu'ils cherchent à éliminer. On les embête, en fait. Ils aiment l'Afrique sans les Africains. Et ça a toujours été comme ça. Ils nous ont jamais considérés comme des humains, comme des égaux, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, aujourd'hui par la néocolonisation et la France-Afrique. Vous voyez, quand vous et moi, si on s'exprime sur des thématiques mondiales, ça va les déranger. Ils vont dire, mais pourquoi Nathalie Yamb se permet de parler de la situation en Ukraine ou de la situation à Gaza, ça vous regarde pas, vous êtes qui? Mais vous parlez bien des situations chez nous. Tout le monde parle de la situation mondiale, mais nous, les Africains, quand on en parle, on devient des gens qui sont payés pour faire ça. On n'a pas voix au chapitre mondial. On n'a absolument pas voix au chapitre mondial, enfin, d'après eux. Et le pire, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui trouvent que ceux qui disent ça ont raison, qu'on n'a qu'à rester en bas. On n'a pas besoin de rester en bas.
L'Afrique est grande. L'Afrique a un passé, a des aspirations, a même un présent. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on nous laisse toujours en marge de la marche du monde, alors que tout le monde vient piller chez nous ce qu'il faut pour aller développer leur monde à eux. Non. Pourquoi? Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi dans la victimisation permanente? Bon, peut-être qu'il y a certains qui se victimisent. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui se victimise ou qui victimise l'Afrique. Je dis la vérité. Alors, si l'histoire, les faits montrent qu'il y a un qui est violent et qui domine les autres et qui a fait des mauvaises choses et qui a décimé, qui a tué, qui a violé, qui a volé, qui a torturé, mais c'est la vérité, c'est pas une victimisation, c'est simplement de dire la vérité. Si la personne a du mal à reconnaître son statut de coupable, bon, ça ne doit pas m'empêcher de reconnaître le fait que j'ai eu à subir des assauts, à subir de la barbarie, et que aujourd'hui, je dis, je ne l'accepte plus, je résiste, et je rétablirai la vérité, et je vais reconquérir la souveraineté sur mon continent, mon pays, ma vie, mon avenir, mes rêves. Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, justement, c'est que de plus en plus, on est plus dans l'action. Oui. On ne se contente plus de décrire les faits, mais on va au-delà en posant les axes. Oui, s'affranchir. Oui, de s'affranchir, et je pense que c'est pour ça que je suis très reconnaissante aux leaders qu'on a ici dans l'AES, parce que je pense qu'il y a une synergie entre ce que nous faisons et ce que eux font. L'éveil est essentiel. L'éveil, comprendre comment le monde fonctionne, comprendre les mécanismes de notre asservissement, de notre soumission, de notre maintien dans la pauvreté, c'est le premier pas pour agir. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez agir comment? Vous allez poser des actes qui vont aller nulle part. Vous savez, quand je rencontre les autorités ici dans l'AES, et même parfois des autorités à l'extérieur de l'AES, ils me disent tous que nous avons contribué à leur faire comprendre les choses. Mais on ne peut pas seulement parler, il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui posent des actes qui vont changer les choses. Et ces actes-là, généralement, ceux qui peuvent couper les chaînes qui nous maintiennent en bas, ne peuvent être posés que par les gens qui sont au pouvoir. C'est pour ça que c'est très important, non seulement de former des gens qui soient patriotes et courageux, mais aussi de s'assurer qu'on arrive à les installer dans les fauteuils ou sur les tabourets à partir desquels ils peuvent prendre des décisions pour couper ces chaînes-là. Et pour moi, personnellement, peu importe la façon dont ils arrivent au pouvoir, que ce soit à travers un coup d'État, que ce soit à travers une élection. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je suis antidémocratique? Non, je ne suis pas contre la démocratie. Moi, peu m'importe la façon dont les gens arrivent au pouvoir. C'est ce que vous faites pendant que vous êtes au pouvoir. De votre pouvoir. Qui m'intéresse. La qualité de la décision que vous prenez quand vous êtes au pouvoir. Si vous travaillez pour le bien-être des populations, même si on vous appelle dictateur ou même si on vous appelle comment, vous n'avez qu'à rester. Mais si vous êtes là, et puis que les autres vous disent que il a gagné des élections, c'est un grand démocrate, mais que notre quotidien... Vous ne faites pas le bonheur de votre peuple. Ben, dans ce cas, vous n'avez qu'à partir dès le prochain jour, et celui qui viendra vous dégager là, on va dire que son coup d'État était salutaire. Anti-française, vous? Écoutez, non pas anti-française, anti-État français. Et j'ai pas eu besoin des Russes, ni des Chinois, ni de qui que ce soit pour ça, parce que l'histoire de l'Afrique me donne suffisamment de raisons de ne pas du tout supporter la politique de l'État française. Ils ont tué, ils ont torturé, ils ont été d'une sauvagerie dont a parlé Nicolas Sarkozy, je crois, lors d'une audition devant l'Assemblée, le Parlement français, qui fait que, en grandissant, vous savez, les choses qui étaient cachées là, dont je parlais tout à l'heure, ou dans ma famille, dans mon cercle proche, il y a des gens qui ont été humiliés, torturés, tués. Donc, oui, je n'aime pas
l'État français et sa politique africaine. Et oui, je le considère non pas seulement comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et la Russie est-elle une puissance bienveillante pour l'Afrique? Bon, c'est à nous de nous assurer que les gens ne deviennent pas malveillants envers nous. Mais l'histoire nous montre que la Russie n'a jamais été une puissance malveillante ou un agresseur de l'Afrique. La Russie faisait partie des 14 pays qui étaient présents à Berlin en 1884-1885, quand ils se sont partagés l'Afrique. Il n'y a pas un morceau du territoire africain qui a appartenu à la Russie. Ça ne l'intéressait pas. Il y avait d'autres coins dans le monde qui l'intéressaient plus que chez nous. Ensuite, quand on est entré dans la lutte anticoloniale, l'Union soviétique, puisqu'on était sorti de l'Empire russe pour venir dans l'Union soviétique a été aux côtés des indépendantistes. Elle leur a donné des formations, des moyens logistiques, l'asile, enfin tout ce qu'il fallait pour aider, surtout le continent africain, les indépendantistes à gagner la lutte anticoloniale. Donc là, ils ont été des alliés. Aujourd'hui encore, les Russes, puisqu'on a quitté maintenant l'Union soviétique pour revenir cette fois à la Fédération de Russie, aujourd'hui les Russes nous sont des partenaires, des alliés stratégiques pour nous. Là où ceux qui ont des traités avec nous, pour des accords de défense avec nous, qui sont supposés nous défendre ou nous aider à nous défendre ou nous former à nous défendre, nous ont maintenus dans le dénuement le plus total, la Russie a accepté de nous vendre des équipements, de nous donner des formations ou de nous vendre des formations dont nous avons besoin, de nous mettre à disposition du renseignement dont nous avons besoin. Donc, jusqu'à ce jour, la Russie n'a jamais été une puissance malveillante envers l'Afrique. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. C'est à nous de mettre en place des mécanismes, des éléments qui vont tenir... Des balises, justement. Oui, des balises pour tout le monde. Pas seulement pour les Russes, pas seulement pour les Français, pour tout le monde. Voilà la façon dont on veut qu'on interagisse avec nous. Voilà quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos priorités. Si vous voulez faire du business avec nous, chez nous, voilà nos conditions, gagnant, gagnant, sachant que nous sommes les propriétaires de nos ressources et de nos territoires. Pour vous, la Russie n'est pas dans une dynamique parrainage? Non, je pense que non, je crois pas. Je pense que la Russie est dans une dynamique plus subtile au niveau géopolitique. Il y a des gens, vous savez, à Yalta en 1945, les puissances gagnantes se sont partagées le monde. Je rappelle quand même qu'à Yalta, il n'y avait pas la France parce qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ne l'ont jamais gagnée. À Yalta, les gagnants de la guerre se sont partagés le monde, ont créé des zones d'influence. Et ensuite, avec l'évolution du monde, on est arrivé au rideau de fer, à une bipolarisation du monde avec le communisme, le danger communiste selon les uns d'un côté et le danger capitaliste de l'autre. Et en 1989, le mur de Berlin est tombé en faisant momentanément disparaître cette scission du monde. Et à ce moment-là, les États-Unis et l'Occident ont vu une opportunité dans l'affaiblissement de l'Union soviétique, dans la disparition d'ailleurs de l'Union soviétique. Ils ont vu une possibilité pour empiéter et remettre en cause le partage du monde qui avait eu lieu à Yalta. Et les Russes n'ont pas pu réagir tout de suite parce qu'ils étaient très affaiblis. Et ils ont attendu, et il a fallu là-bas en Russie, comme ici au Burkina ou comme au Niger et au Mali, qu'il y ait un leader qui arrive et qui ait de l'ambition et de la conviction pour son pays, qui prenne son mal en patience, qui redonne de la force à son pays pour à un moment donné dire, à partir de maintenant, vous allez respecter nos limites, vous vous êtes avancé jusqu'ici, mais si vous continuez, nous aussi on va aller vous déranger dans vos théâtres, dans vos zones d'influence. Vous avez mélangé les nôtres, on était faibles, on n'a pas pu stopper ça tout de suite.
Aujourd'hui, on a pris des forces, on est debout. Et non seulement on va se défendre contre vos agressions, mais on va aussi aller Niagami, vos zones d'influence là. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Et c'est dans ça qu'on est. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on ne se blague pas, comme j'entends souvent les gens dire dehors, oui, mais les Russes vont faire notre palabre. Non. Personne ne fera notre palabre si ce n'est pas nous-mêmes. Les Russes sont des alliés. Pour éviter notre aliénation. Oui. Et puis, bon, les Russes ne sont pas... Ils ont leur territoire à défendre, ils ont leur palabre à mener. Et ils ont leur intérêt aussi. Ils ont leur intérêt. Ils sont dans les mines, par exemple. Oui, ils sont dans les mines, mais ils ont aussi des mines chez eux. La Russie, c'est le plus grand territoire de la Terre. Et il y a tout là-bas. Quand j'entends qu'on dit que les Russes sont dans les mines, ils sont pas dans les mines parce qu'ils nous volent les mines, comme c'était le cas des autres colons qui venaient pour piller. Ils sont dans les mines peut-être parce que, comme nous sommes dans une aliénation économique et monétaire, pour acquérir du matériel, on a besoin de leur... On ne veut pas qu'ils nous fassent des dons. On veut acheter notre matériel. Mais on avait le troc avant qu'il y ait le franc CFA. Donc on peut prendre, c'est nos mines. Si on veut, on dit, bon, pour cette mine-là, on l'évalue à temps. Si vous nous livrez ça et ça, vous pouvez prendre ça en échange. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Bah oui. D'accord. Le Cameroun, votre pays, est-ce que ce n'est pas là un symbole du néocolonialisme actif? On vous reproche aussi de ne pas trop parler du Cameroun. Oui, parce que je ne considère pas que le Cameroun est mon pays. L'Afrique est mon continent. Et les divisions qui ont eu lieu à Berlin en 1884, là, moi, je me reconnais pas dans cette séparation. Par hasard, je suis née d'une personne qu'on définit comme étant un Camerounais et d'une personne qu'on définit comme étant une Suissesse. Mais moi, j'ai toujours appartenu à l'Afrique d'abord. Donc, mon combat, c'est pas pour mon pays, c'est pas pour mes ambitions personnelles, parce que bon, comme j'ai un passeport camerounais, je ne peux devenir présidente qu'au Cameroun, donc je vais focaliser mes efforts sur le Cameroun. Non, je me bats. C'est pas ça l'esprit panafricaniste. Non, pas du tout. Vous savez, vous dites qu'on me dit souvent, on me reproche que je ne parle pas suffisamment du Cameroun. Vous ne pouvez pas frustrer un panafricain en lui disant, va d'abord parler dans ton pays. Le panafricain, là, c'est l'intégration de l'Afrique. Tout est son pays. Donc, c'est vous que ça énerve. Mais moi, là, je suis sereine, hein. Voilà, on va parler à présent de l'AES. Comment vous voyez justement ce processus de rupture engagé par le Mali, le Burkina et le Niger? Ben, je le regarde avec beaucoup de fierté, beaucoup d'attention. Et il est clair pour moi que ça nécessite beaucoup de mobilisation, de détermination, de courage et d'intelligence. Le fait de vouloir couper les chaînes remet en cause le modèle de prospérité de ceux que nous combattons. Ils vont pas laisser ça arriver sans se défendre, sans attaquer, sans essayer de freiner quelque chose que j'espère irréversible. Je considère que nous sommes entrés dans un tunnel qui nous mène vers la liberté et que la seule option pour nous, c'est d'aller de l'avant. On peut plus s'arrêter, sinon on va rester dans l'obscurité. On peut pas reculer parce que derrière là, ceux qui nous attendent derrière là, si on fait l'erreur de retourner là-bas, ils vont c'est pas les chaînes qu'on a maintenant qui vont nous mettre, ils vont nous mettre sous une coupe pendant au moins 400 ans. On va pas s'en sortir. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que justement il y a un terreau fertile avec justement cette jeunesse qui semble avoir pris conscience des enjeux et qui va faire en sorte que ce schéma-là, ce chemin soit irréversible? Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que même si des actes sont posés, la dimension éveil, mobilisation doit continuer. Parce qu'il faut que nous ayons une masse critique de personnes qui comprennent ce qu'il se passe, les enjeux, et qui les transfèrent à leurs enfants. Les gens de ma génération, là, le changement qui est en train de se faire, c'est pas pour nous que ça se fait. Nous, on est déjà en train de sortir. Mais ce sont les plus jeunes et nos petits-enfants. C'est pour eux que cette lutte se fait. Et c'est pour ça qu'il est important qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il est important que nous réformions nos
programme scolaire, que nous réformions notre environnement audiovisuel, que nous nous assurions que on ne déverse pas des mensonges, des contre-vérités, des déchets dans la tête de nos... Un travail en profondeur à faire, justement. Absolument. Pour ne pas rester superficiel, sinon dans 30 ans, on va se retrouver encore avec les... Ben exactement. Je vous ai dit que c'est tout dans 30 ans. Oui. On va se retrouver de nouveau avec des gens qui sont assis dans un fauteuil rouge et dans un fauteuil blanc et qui parlent de quelque chose qui aurait dû être consolidé depuis longtemps déjà. Et vous parlez justement du système éducatif, c'est important. Mais c'est la base, oui, en réalité, parce que vous allez donner des armes, on peut acheter les armes, on peut équiper nos populations, on peut construire des armées fortes techniquement, mais si celui qui tient l'arme là ne sait pas vraiment qui est son adversaire, qui est son ennemi, ne sait pas où est le piège, par où ils vont passer pour nous diviser, ne sait pas que ton frère tu ne dois jamais accepter d'endeuiller ton frère pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Si on ne sait pas, on va aller nulle part, les armes vont se retourner contre nous. C'est la matrice de notre émancipation, c'est ce qu'on a dans la tête, plus ce qu'on cultive dans le cœur. C'est ça qui va faire notre force. Construire les consciences à travers un système éducatif adapté qui a comme socle justement nos valeurs, nos cultures. Absolument. Oui. Et pour construire l'homme africain. Construire, oui. Définir même oui, quel Africain nous voulons être. Parce que l'Africain que nous sommes aujourd'hui, c'est les autres qui nous définissent. On nous dit que nous sommes pauvres avec moins de 2 $ par jour. Qui a dit ça? Qui définit l'indice? Qui définit l'indice? Qui définit la somme? Pourquoi nous, on est pauvres avec moins de 2 $ par jour et d'autres sont pauvres avec moins de 1 000 € par mois? Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence? Quand vous allez dans nos villages, il y a des gens qui n'ont pas 2 $ par jour, mais ils mangent à leur faim. Ils arrivent à se soigner parce que nous avons des plantes, nous avons des connaissances qui nous permettent de soigner nos maux de façon traditionnelle. Donc, c'est quoi la pauvreté? Nous-mêmes, nous allons dire qu'un homme africain moderne, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de 2 $ par jour? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte un costume ou une cravate? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne doit pas faire plus de 2 km pour aller au centre de santé et se soigner correctement? De pas plus de 3 km pour aller à l'école et se former correctement? C'est à nous de mettre en place nos historiens, nos sociologues, nos économistes, nos artistes, nos penseurs et de réfléchir quel Africain voulons-nous être et d'imposer cette image-là, ce que nous allons définir là, de l'imposer aux autres, que ça leur plaise ou non. Oui. Et vous pensez que l'AES aujourd'hui représente quoi dans l'histoire récente de l'Afrique? Mais l'AES pour moi c'est le premier embryon d'intégration africaine des peuples. Parce que tout ce qui est créé, tout ce qui existe aujourd'hui, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, le CENSAD, la SADC, enfin, toutes ces choses-là, c'est l'intégration des États, dans le meilleur des cas, et on a vu que ces États ont été créés artificiellement par des gens en notre absence. Généralement, c'est même plus l'intégration du syndicat de malfaiteurs qui est à la tête de nos États. C'est eux là qui se réunissent et puis ils font des choses. Mais ça n'a jamais été l'intégration des peuples. Et l'AES aujourd'hui, c'est vraiment la première expérience d'intégration venue du bas, de la volonté des peuples de s'unir, où on met l'intérêt des peuples en avant, Moi, je suis arrivée au Burkina il y a maintenant 1 semaine. Avant ça, j'étais pendant plusieurs semaines à Niamey. Je voyage beaucoup dans la zone. Je vois l'impatience que les gens dans la rue, dans les universités, dans les marchés, dans les salons, l'impatience que les gens ont de dire on veut devenir un peuple, un pays, un État. Et pour moi, ça va être le socle sur lequel on va vraiment pouvoir construire la première vraie intégration africaine de l'histoire. Oui, avancez, parce qu'il y a encore ces frontières artificielles qui font que le Burkinabé, pour arriver au Mali et au Niger, il y a encore quelques difficultés. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne. Eux ont pris leur bic pour faire des frontières. Nous, on doit prendre nos gommes et gommer ces frontières-là. C'est pour ça que je plaide vraiment de façon très lourde pour un État unitaire.
il faut faire sauter les frontières intérieures de l'espace AES, construire un État où les gens vont pouvoir partir de là jusqu'à là, de là jusqu'à là, sans avoir à subir des contrôles de police, des escroqueries aux frontières, etc. Je veux dire, l'intégration africaine auquel on aspire va nécessiter de notre part un changement de mentalité. Il va falloir que tout un chacun, on comprenne que aimer nos pays, ça veut aussi dire ne pas être ni le corrompu ni le corrupteur. Ça veut dire qu'on doit enseigner à nos enfants de ne pas jeter les papiers par terre, de ne pas uriner dehors, de ne pas voler. Et puis, c'est pour ça que je dis, c'est plus la génération qui nous suit qui va pouvoir pleinement vivre le changement auquel nous travaillons. Mais sans l'État unitaire, ça va être difficile d'y arriver. En un an, un peu plus d'un an, même pas un an, on est passé de 3 pays à une confédération. Donc bientôt, on fêtera, il y aura le prochain sommet des chefs d'État de la confédération AES. J'espère que dans un an, on pourra parler de la fédération du Liptako. La fédération du Liptako. Un souhait en tout cas que vous appelez. Et pour réussir tout cela, c'est vrai, l'unité, la souveraineté, c'est aussi la question de la monnaie. C'est important aussi, non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'après la CEDEAO, logiquement, les pays de l'AES devraient sortir de l'UEMOA? Je pense que c'est pas seulement moi qui le pense, je pense que tous nos chefs d'État le réaffirment, leur volonté, ont identifié la monnaie qui existe actuellement comme étant quelque chose qui ne nous permet pas de nous développer. Et chacun des chefs d'État l'a déjà sans complexe évoqué. Donc oui, absolument. Et je suis absolument convaincue que c'est un chantier sur lequel il est travaillé en ce moment. Mais on crée une monnaie pour aller vers le progrès, pas pour échouer. Donc il y a des bases à mettre en place. C'est un sujet sensible, ça se prépare. Ça se prépare et ça ne se prépare pas avec trompette et fanfare en plein jour. Toute discrétion, vous voulez dire. Voilà, on travaille en dessous et puis au bon moment, au moment opportun, on devient public, mais c'est quand on a tout balisé que ce moment arrive. Alors. Oui, parce que ces 3 pays aussi ont un défi commun, c'est le terrorisme. Mais il est clair aussi que la souveraineté politique et économique devrait être pour vous, c'est un préalable pour la victoire contre le terrorisme? Bien sûr, c'est-à-dire il faut avoir les moyens de lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Vous êtes, quand vous menez des guerres asymétriques dans le monde tel qu'il a été conçu et tel qu'il existe encore aujourd'hui, ceux qui sponsorisent les terroristes vont vous accuser de violation de droits de l'homme. Vont vous dire, ah mais vous avez signé le traité de Rome pour la Cour pénale internationale, on va vous prendre si vous vous battez contre les terroristes. On va dire que c'est plus des terroristes, c'est des civils. Vous avez vu, non, ces derniers temps, ceux qui étaient terroristes il y a quelques jours, aujourd'hui on les reçoit dans les présidences occidentales, on les célèbre comme des présidents de la transition. On parle de groupes armés non étatiques. Voilà, c'est ça. On les reçoit. J'ai vu le djihadiste syrien Al-Jolani, qui est maintenant reçu comme président de la transition en Syrie par Donald Trump, par Emmanuel Macron. Mais nous, nos gens qui luttent contre les Al-Jolani, là, locaux, bon, eux, on les menace de les envoyer à La Haye, on essaye de les faire assassiner. Donc, il y a tout un contexte géopolitique international dans lequel il faut aussi manœuvrer. Il faut avoir les moyens de s'équiper pour lutter contre le terrorisme. Il faut avoir l'influence nécessaire pour faire comprendre à ceux qui sont partie prenante dans cet écosystème terroriste que soutenir les terroristes ou financer les terroristes, c'est pas bien. Nous sommes d'État à État, nous pouvons gérer les choses différemment. Il y a tout un écosystème dont il faut tenir compte, mais ça ne doit pas empêcher le travail sur la monnaie d'avancer, parce que, je veux dire, rien qu'en Afrique, il y a 54 pays, bon, nous voici 14, tous les autres là, ils gèrent leur monnaie. Il y a du terrorisme qui touche aussi d'autres pays, qui gèrent leur monnaie et qui font ce qu'ils peuvent, sans en plus se poser la charge
de ne pas avoir la flexibilité de pouvoir utiliser un instrument de souveraineté pour se donner plus de moyens pour mettre fin à cette agression terroriste. L'économie, c'est un outil de souveraineté. L'économie c'est un domaine de développement surtout, et au sein de du domaine économique, pour financer l'économie d'un pays, pour financer un État, on a en fait, comme les humains, il y a deux pieds. Il y a le pied budgétaire et le pied monétaire. Et dans le pied budgétaire, vous avez un État qui est rigoureux, qui fonctionne bien, va essayer de collecter l'impôt, va financer son fonctionnement à travers la collecte de l'impôt. Donc, pour collecter beaucoup d'impôts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que ces populations s'enrichissent et que donc la taxe qu'il perçoit chez eux sous forme d'impôts, sous forme de taxes, etc., bon, ça soit conséquent. Mais nous, on a une économie informelle où chacun se débrouille, où l'impôt par ceux qui sont riches n'est pas payé. Donc, le pied budgétaire, là, il est un peu bancal. Et pour essayer de le redresser, on va chercher la dette. On va s'endetter à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner l'État. Donc, ce pied-là, il est malade. Il n'est pas chic. Et puis, le deuxième pied, là, c'est la monnaie. Mais là, on n'a même pas de pied. Donc, on est unijambiste bancal. Vous voyez qu'on ne peut pas aller très loin avec ça. Donc, il faut qu'on récupère le deuxième pied. Et puis, il faut qu'on soigne le pied qu'on a encore, c'est-à-dire qu'on diminue la part de la dette et qu'on augmente la part de collecte budgétaire. Et pour ça, il faut enrichir les populations. Une économie forte, il faut créer de la richesse. Oui. C'est important. Oui. Avoir un marché fort, les trois pays réunis, c'est... Tout à fait. Oui. C'est important pour tenir ensemble et avoir une vision. L'AES, c'est aussi avoir une vision politique, mais aussi économique. Absolument. Il faut créer un marché. On a vu ces dernières années, que ce soit avec la guerre en Ukraine, où subitement des sanctions ont été prises, dont nous avons été les victimes collatérales, on va dire. En termes, on ne pouvait plus acquérir de l'engrais comme on voulait, parce que ça venait de là-bas, c'était les Russes qui envoyaient, ils sont sous sanctions. Notre argent, c'est de l'euro, c'est géré par la Banque Centrale Européenne. Eux, ils ont mis des sanctions contre la Russie. Même si nos comptes sont remplis, on ne peut pas payer. On a vu quelques années avant la pandémie du Covid-19. Subitement, toutes les frontières ont été fermées, sauf pour les riches qui pouvaient continuer d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais ça, là, normalement, ça aurait dû nous rappeler ce que Thomas Sankara nous disait déjà à l'époque, la souveraineté alimentaire. Produisons d'abord ce que nous consommons. C'est ça la première urgence. Comme ça, même si tout est fermé autour de nous, on ne va pas mourir de faim. Produisons ce que nous consommons. Diminuons la part de la dette. Et ensuite, transformons ce que nous avons sur place ici pour ne pas exporter des produits bruts, mais pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi et pour exporter des produits finis ou à minima semi-finis. Ça va faire que les gens vont se former, on aura une main-d'œuvre qui va se qualifier, on pourra vendre plus cher des choses que les gens, ceux qui sont gentils, qui payent un peu là, qui viennent chercher chez nous, on pourra leur dire non, dorénavant, vous ne pouvez pas sortir avec nos choses comme ça, il faudra d'abord les transformer et puis ensuite vous pourrez sortir. On ne va pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire. On dit si vous voulez vous installer, vous vous installez, mais vous ne prenez plus le lithium comme ça chez nous et puis vous partez avec ça. Vous allez transformer et vous allez jusqu'à ce que ça ait un format de plaquette ou de lingot, et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir partir avec. Et peut-être même que vous n'allez pas partir avec. Vous allez stocker ça chez nous ici et puis vos clients à qui vous vendez là, ils viennent chercher ça, c'est nous qui livrons. Donc il y a tout un modèle économique à repenser sans complexe, sans se limiter. Même si ça n'a pas encore été fait, nous, c'est nos pays, nos ressources, nos règles.